prolonger ces interventions par une intervention qui insistera beaucoup sur le lieu d'exercice de la critique et qui recoupe en partie le système académique dans lequel on est tous plus ou moins inscrits. Et sans doute que ça recoupe en partie un certain nombre de remarques que faisait à l'instant Nassira. Et sans doute que ce que vous notiez est aussi lié au fait qu'une partie de la critique et de la pensée ou de la réflexion s'opère dans des conditions qui sont celles du système académique et de ses fonctionnements propres. Et je pense qu'il y a toute une série d'implications, notamment d'appropriation, que vous décriviez bien, de réservation de territoire, qui sont beaucoup liées à cela. Alors, je dois avouer que j'avais aussi, lorsque j'ai reçu l'invitation, une certaine perplexité qui n'est peut-être pas tout à fait du même ordre que celle évoquée à l'instant. Une perplexité de finalement pas savoir comment prendre le morceau, pas savoir par où rentrer, par quelle conception, par quelle théorie, pour le coup, par quel auteur, puisque j'ai sans doute un biais fortement théorique dans mes travaux, et donc je suis devant un choix assez déstabilisant. Et donc j'avais pas envie de faire un exercice assez scolastique, tenter quelque chose de toute façon complètement impossible en l'espace de 20 minutes, qui serait de montrer quelles sont les différentes perspectives, tenter de défricher un peu le terrain, de faire de l'ordre dans ce qu'on considère comme étant des orientations critiques ou des pensées critiques. On a toute une série d'options et ça me semble un peu ridicule de faire ça, d'autant plus après ce qui a été dit. Et donc je suis allé dans une autre direction suite à une discussion avec des organisateurs et notamment avec Maxime Savule, qui est de penser à cette idée de territoire ou cette idée d'espace avec le constat que cet espace dans lequel nous théorisons, nous pensons, nous réfléchissons, c'est un espace, cet espace de la critique, c'est un espace qui est aujourd'hui très largement un espace institutionnel, un espace académique, et qu'on le veuille ou non. Je pense, en disant cela, à une histoire, par exemple une histoire, disons une théorie importante qui a été évoquée tout à l'heure, celle de l'école de Francfort. C'est une histoire largement extra-académique, c'est une expérience extra-académique. On oublie parfois de le souligner, puisque les Adorno, Marcuse et Horkheimer vont quand même produire la plupart de leurs contributions en étant complètement en dehors du système universitaire. On parle beaucoup de la théorie critique d'aujourd'hui. On oublie parfois de rappeler cette histoire, et qu'ils étaient beaucoup plus liés aux syndicats, au mouvement, bien qu'on peut discuter de la proximité qu'ils avaient, mais elle était quand même bien réelle, que du système académique, avec lequel ils ont toujours essayé de composer, mais en ayant leur distance, en prenant leur distance. Ils ont cherché un espace qui soit pas complètement académique, mais on puisse bénéficier d'une certaine légitimité, d'une certaine sécurité, autant à Francfort que dans l'exil américain. Mais je pense aussi à des pratiques que j'ai découvertes il n'y a pas si longtemps en penchant sur l'histoire des syndicats en Suisse, qui est le pays d'où je viens, et en me rendant compte que dans les années 20, il existait dans les syndicats des espèces de lieux de production, d'enquête, sur le fonctionnement du capitalisme, sur l'organisation de la classe ouvrière. J'ai découvert qu'il y a tout un univers quasiment sociologique d'investigation qui échappait complètement au système académique. Et je pense que ces espaces-là, on les a en partie perdus. En tout cas, ils ont perdu beaucoup de leur autonomie et ils sont devenus des espaces
largement académique ou académisé. Et je pense qu'il faut penser à ça, en tout cas réfléchir à cette condition qui est la nôtre, du fait que la critique est aujourd'hui largement une critique académique. Et d'ailleurs, ces espaces sont peut-être aujourd'hui, ces espaces, disons, extra-académiques de la production de la connaissance sont aujourd'hui largement le fait de la droite, puisqu'on connaît bien les fameux think tanks et autres boîtes de production idéologique et qui produisent des contre-rapports, des expertises, etc., et dont les gouvernements et les partis de droite se nourrissent abondamment. Alors, est-ce que la critique, la connaissance, la pensée critique fait bon ménage avec le système académique? On sait bien que ce n'est pas le cas, on sait bien que ce n'est pas facile, soit qu'elle est combattue dans le système académique, soit qu'elle est marginalisée, qu'on ne veut pas de personnes critiques qui haussent la voix, qui ciblent ou qui identifient des injustices et qui les dénoncent. Donc, si le système académique peut s'en passer, il s'en passe volontiers. Mais lorsqu'il ne peut pas s'en passer, le devenir de la critique, de la pensée critique, n'est pas forcément enviable, puisqu'il y a toute une série de mécanismes qui font que cette activité de pensée, cette production sont, disons, inspirées dans toute une série de logiques qui tend à les appauvrir, à les affadir ou à les aplatir. Alors, quels sont les... Disons, le système académique a été décrit comme un système de production de connaissances étroitement lié à une forme d'exercice de la domination. Et je pense, je retiendrai trois formes de critiques qui ont été menées. Je pense que nous avons à penser cette critique-là aujourd'hui pour penser les conditions de ce que peut être un territoire critique sur le plan de la pensée et de la production de connaissances, qui se situe de manière, disons, clarifiée par rapport à ce système et son fonctionnement, et qui essaie d'ouvrir de nouveaux espaces ou de nouveaux territoires qui tentent d'échapper à ces mécanismes. Alors, quelles sont les trois grandes critiques, à mon sens, qui ont été adressées à l'égard de ce fonctionnement du système académique qui le recoupe avec un mode de domination? Je vais essayer d'être assez bref, mais il me semble qu'il est important de revenir sur ces critiques. La première critique, elle est bien connue, c'est l'idée finalement que dans ce système de production de la connaissance, on retrouve les mêmes formes de distribution du pouvoir à l'œuvre dans la société. En gros, que la production de la connaissance n'est autre que la production des idées, des modes de faire, des manières de voir, des dominants. Donc une sorte de redoublement dans la production des connaissances, des formes de représentation, de valeurs qui sont à l'œuvre dans la société et qui procèdent d'un rapport de domination. Dans ce fait, dans ce contexte, la connaissance produite, les connaissances produites, elles masquent des réalités, elles masquent des expériences, celles des dominés. Elles produisent des systèmes de valeurs, des catégories, des concepts qu'il ne faut que reconduire ces institutions et ces rapports de domination. Il est possible de lutter contre cet état de fait, contre cette domination qui traverse le champ des connaissances, contre une conception du monde social qui est celle des dominants et qui se reproduit dans le système académique. Cette lutte doit porter un autre système de valeurs, un autre système de représentation, un autre système de concepts, capable de faire voir une expérience dominée qui ne trouve pas sa place dans ses connaissances et ses discours, qui n'est pas dite, qui n'est pas théorisée, qui n'est pas conceptualisée. Donc il est possible de porter
une connaissance ancrée dans une expérience vécue qui ne trouve pas sa voie. Et de le faire, je pense que c'est ce qu'a fait le féminisme, c'est aussi ce qu'a fait le marxisme en partie, en le faisant à l'extérieur du système académique, mais en trouvant des arrangements et en le faisant aussi en partie au sein même de ce système. La deuxième critique, c'est celle qui renvoie à quelque chose qu'on connaît très bien, c'est l'idée finalement qu'on n'a pas affaire uniquement à un système social et à une production de la connaissance qui serait le reflet immédiat de ces rapports sociaux de domination, mais qu'on a affaire à un champ, un champ qui est structuré par des rapports plus compliqués, puisque doté de règles, de normes, de principes, d'organisation, de tensions, de manières de faire qui ne sont pas uniquement ceux au sein de la société, ceux de la société. Donc il y a des règles propres qui permettent le développement de formes de domination, de pouvoir, mais aussi une relative autonomie au sein de ces espaces de production des connaissances qui permet à des acteurs dominés de se placer, de se positionner. C'est l'idée finalement qu'entre, disons, le monde social et le système de connaissances, il y a cette structuration interne du champ, avec ses règles propres, qui font que la forme de domination au sein de la société n'est pas forcément celle, ou la forme de domination, la structure de la domination dans le champ de la connaissance n'est pas forcément le reflet pur de ce qui se passe au sein de la société. Donc il y a une relative indétermination qui rend possible des luttes, le développement de conflits, mais qui vont devoir se développer au sein même de ce champ, au sein même de cette forme de structuration, avec ses logiques internes, avec ses formes de censure, ses formes d'imposition, son langage, son vocabulaire, ses formes de réservation peut-être aussi. Et donc une lutte, entre guillemets, conservatrice, dans le sens où elle conserve les structures du champ pour occuper des places et des positions différentes, pour faire valoir des modes de faire, des concepts, peut-être aussi des théories, au sein de ce champ. La troisième critique, c'est une critique qui insiste sur le fait que le système académique, le système de connaissances, est traversé par des logiques de production des connaissances qui renforcent les rapports de domination à l'œuvre dans le monde social, parce que la connaissance est soumise non seulement à des représentations, des valeurs idéologiques, mais elle est soumise à des formes d'opérationnalisation, à une instrumentalisation, que la connaissance, elle sert des buts. Elle sert à maîtriser les processus sociaux et naturels, elle sert à les connaître, à les comprendre, à les saisir, mais pour les manipuler d'autant mieux, pour les contrôler et soumettre à une raison, disons, instrumentale. On a une sorte d'écrasement de ces logiques multiples, diverses, réduit à une série de formules, de procédures opérationnelles, une réduction donc des réalités hétérogènes à un cadre de l'identique. Tout ça se combine assez bien avec le positivisme, avec une certaine tendance à instrumentaliser les savoirs, les connaissances. C'est cette critique qui a été adressée, qui a été élevée par des gens comme Adorno et Marcuse ou Horkheimer, dont on évoquait tout à l'heure l'existence. Cette troisième forme de critique du système de connaissances comme système de domination mène selon moi à une autre conception de la lutte, qui n'est pas la lutte pour produire des représentations différentes dans un combat social et politique, qui n'est pas la lutte non plus qui implique l'occupation des places et des positions au sein d'un champ hiérarchisé, mais qui implique de développer ce que Adorno appelle une connaissance qui ne soit pas domination, une connaissance qui ne soit pas traversée par ce principe d'opérationnalisation, par cette forme instrumentale, par cette idée finalement que toute connaissance doit servir à quelque chose, servir à manipuler, à intervenir sur les phénomènes, qu'ils soient naturels ou sociaux. Développer une autre forme de savoir échappant à cette opérationnalisation
et qui peut emprunter en partie au domaine de l'art. C'est ce que Adorno a fait, Marcuse aussi, qui recoupe en partie des discussions que nous aurons plus tard dans ces journées, donc le rapport entre territoire critique, théorique et territoire esthétique. Mais c'est aussi cette critique-là mener une critique d'une conception instrumentalisante des connaissances qui les livrerait d'emblée ou immédiatement à un combat politique donné. Donc elle ne serait utile, y compris à des fins d'émancipation. Il y a une critique de cela dans la théorie critique qui me semble intéressante. Alors on a trois registres critiques qui soulignent que dans le fond, l'espace de production de connaissances académiques est un espace qui contribue à la domination. Trois critiques différentes qui, à mon avis, peuvent se compléter, mais qui se repoussent aussi sous certains égards. Et il me semble que nous pouvons nous nourrir de ces trois critiques, mais que nous avons aujourd'hui affaire à une situation nouvelle par rapport à l'organisation du système académique et du système universitaire. Alors quels sont les traits de cette nouvelle organisation académique auquel, me semble-t-il, il implique ou il importe face à laquelle il importe de développer, me semble-t-il, de nouveaux outils, de nouvelles armes critiques, de nouvelles analyses qui font en partie défaut. C'est penser notre condition présente pour développer un espace critique, y compris au sein, ou en tout cas en partie au sein de cet espace dans lequel nous sommes tous et toutes plus ou moins condamnés à travailler. Alors, premier point, le système académique actuel n'est plus tout à fait le même que le système, disons, qui voit le jour avec l'ère bourgeoise, qui porte un principe de connaissance qui se veut non directement utile, qui sert à des savoirs, la production de savoirs universels, et qui est beaucoup basé sur l'idée de l'éducation, de la liberté individuelle et de l'égalité sociale. Ce sont des principes, évidemment, portés par la bourgeoisie, qu'elle, finalement, réservait à sa propre classe et excluait, dans la réalité, les dépossédés et toute une partie de la population. Ce sont des principes qui ont eu quand même un certain effet et qui contribuent, disons, à la production d'un univers académique porté par ces idées et cette orientation à la fois morale et idéologique de la bourgeoisie. Cette conception va amener à une distinction forte entre des savoirs universels et des savoirs opérationnels. On trouve ça dans la conception du système universitaire chez Humboldt, par exemple, l'idée de la culture, de la Bildung ou de la formation qui doit porter sur des savoirs universels et qui se combinent avec des savoirs opérationnels. Le deuxième modèle qui succède à ce premier, là, excusez-moi, je vais très vite, mais c'est pour essayer de faire ressortir des traits de la situation contemporaine. Le deuxième modèle voit le jour, plus ou moins au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, qui va, lui, insister moins sur cette dimension des savoirs universels et plus sur la dimension des savoirs opérationnels. C'est-à-dire, dans le fond, parvenir, avec l'ouverture du système universitaire aux classes moyennes, à développer des systèmes de connaissances qui remplissent le domaine tertiaire. Et donc qui vont produire des spécialistes de la gestion du symbole, du langage, de l'éducation, etc. Donc ouvrir la sphère de la connaissance à l'acquisition de ces nouveaux savoirs pour peupler finalement le domaine des activités tertiaires. Et donc là, on a certes on a une soumission, disons, du système des connaissances à des fins d'application économique, mais cette soumission, elle n'est pas immédiate. C'est en quelque sorte de l'extérieur que le système de production des connaissances sert au fonctionnement de la logique économique et à la reproduction du monde social. C'est pas de l'intérieur même de ce système. Et c'est sans doute ce qui nous distingue aujourd'hui de cette situation et qui permettrait peut-être de parler aujourd'hui d'un nouveau modèle, un nouveau système académique
dans lequel, dans le fond, les logiques économiques n'interviennent plus de l'extérieur, mais de l'intérieur même. De l'intérieur même de l'activité de production intellectuelle, de l'activité de la pensée, puisque dans ce nouveau système, l'activité même d'enseignement, de recherche est en permanence soumise, et ça nous en faisons l'expérience tous les jours, à des procédures d'évaluation, à des procédures de comptabilisation, à des logiques de formalisation, des inscriptions de performance, des objectivations de la performance, qui exercent une pression toujours plus accrue sur nos activités. C'est de l'intérieur même que ce système de comptage et de comptabilité insiste sur la performance, la quantification, la comptabilité, puisqu'il s'agit dans le fond de parvenir à chiffrer l'activité intellectuelle et chiffrer l'acte de pensée, ce qui est quand même assez étrange comme opération. Mais c'est bien ce qui se passe avec le développement des systèmes de comptage et de mesure de l'activité intellectuelle aujourd'hui dans le système universitaire. On a un nouveau régime de production, un nouveau régime d'activité de connaissances, de production de connaissances, qui renvoie en partie à ce que beaucoup d'auteurs aujourd'hui appellent le capitalisme cognitif. Dans ce fonctionnement, je pense que la pensée critique est en quelque sorte prise en tenaille, puisque un des effets du fonctionnement de ce système, c'est de conduire à un appauvrissement considérable. Un appauvrissement des enseignements, des modes d'enseigner, un appauvrissement des thématiques, un appauvrissement parce que ce système devient un système, peut-être au sens où Luhmann l'entend, c'est-à-dire qu'il tourne de plus en plus sur lui-même, sur ses propres logiques, et perd le contact avec les expériences sociales, avec les problématisations qui sont susceptibles d'émerger de la société. Ce système, en quelque sorte, a besoin en partie de la critique. Je ne vais pas appeler à un désespoir de la critique, mais je pense que ce sont des observations personnelles aussi. Ce système, dans le fond, se nourrit assez bien de l'activité critique. Il peut même s'en réjouir, puisque l'activité critique permet de faire la connexion avec ces expériences sociales, avec des expériences de la mutilation, avec des expériences de l'injustice. Les penseurs critiques font la connexion dans un système académique qui parvient de moins en moins à la faire, cette connexion avec le monde social et la problématisation sociale et politique. Ils parviennent à faire la connexion et donc à parler à des étudiants qui sont face à un système qu'ils trouvent fade, sans intérêt, et qui sont très, très éveillés à la pensée critique, très intéressés, justement parce que ça leur parle. Alors que le système, les enseignements auxquels qu'on leur offre, ou qu'on leur impose souvent, ne leur parlent souvent pas. Donc, cette connexion avec la problématisation pratique, la problématisation politique, permet une sorte de renouvellement de l'intérieur de ce système qui fonctionne de plus en plus à la comptabilisation et qui, dans le fond, peut être assez différent, en tout cas en apparence, des contenus idéologiques produits. Quelque chose d'assez surprenant, c'est que, dans le fond, et sans doute contrairement à l'université des deux modèles que j'ai dégagés auparavant, finalement, le fait de faire de la critique, ça n'a pas grande importance pour le fonctionnement de ce système. Ça ne pose pas un problème fondamental. Et ça m'étonne souvent. Quand même l'idée qu'une critique doit porter, elle doit faire mal dans une certaine mesure. Et on a l'impression que ce n'est pas le cas, que notre capacité critique est en quelque sorte appauvrie, dépossédée, et qu'elle ne porte plus. En fait, c'est ça, qu'elle ne porte plus, qu'elle porte sur un système qui est devenu tellement indifférent au contenu parce qu'il fonctionne à l'abstraction et à la quantification que finalement la critique elle peut se déployer sans qu'elle parvienne à faire mal et à modifier quoi que ce soit.
Alors je pense que c'est une des difficultés auxquelles on a à se confronter aujourd'hui. Du fait de ce système de plus en plus abstrait, de plus en plus indifférent au contenu, mais qui, par son fonctionnement même, et ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, cette idée d'une économisation de la production de savoir de l'intérieur, tend à n'être pas du tout idéologiquement neutre, puisqu'il configure la production de connaissances tout en ayant l'impression de ne pas le faire et en produisant une sorte d'indifférence, comme ça, marchande et très libérale à ce qui est produit. Je pense que c'est une des difficultés que l'on a, auxquelles il faut penser. On le fait tous et toutes, je pense déjà. Et notamment dans cette perspective de développer des territoires ou des espaces critiques qui, à mon avis, échappent de moins en moins à ces logiques qui nous configurent, qui structurent l'espace dans lequel nous menons des réflexions et des recherches, et dans lequel nous formulons, en tout cas, tentons de formuler des critiques qui cherchent à porter et à transformer quelque chose. Merci Olivier.